Merci de cet exposé. Nous continuerons d'ailleurs la semaine prochaine sur le même thème, puisque Armand Hatchuel nous présentera des travaux récents qu'il est en train de mener à partir d'archives inédites de Fayolle. Et donc nous continuerons dans la même direction. Je voudrais reprendre ce très intéressant exposé et qui développe certains points du livre édité aux éditions Amsterdam, qui a pour titre « Le siècle des chefs », avec une première interrogation, d'ailleurs qui est au centre de l'œuvre de Lebon. C'est la distinction que l'on peut faire entre la notion de nombre et celle de foule. Si l'on regarde la littérature politique ou même la littérature sociologique jusque dans les années 1860 au XIXe siècle, le terme qui émerge massivement, c'est celui de nombre. Le nombre veut dire celui d'une société inconstituée, une société qui n'est plus faite de corps, qui n'est plus organisée par des sous-ensembles, mais qui est une société insaisissable, disons, d'individus. Et tout le problème de la démocratie a été de savoir comment faire face au nombre. Et l'invention des partis politiques, c'était une des manières de canaliser en quelque sorte le nombre. Mais avec cette difficulté, c'est que dans la notion même de nombre, il y avait une distinction implicite qui était faite entre le nombre comme problème, le nombre comme bas de la société et, je dirais, les individus les plus capables. Donc la notion de nombre emportait avec elle la critique, en quelque sorte, des masses. Le nombre, il était une menace parce qu'il était l'inorganisation, il était le lieu des passions. Et au fond, le coup de force intellectuelle de Lebon va être de dire le nombre, c'est une chose, mais les foules, c'est tout à fait différent. Parce que les foules, ça n'est pas des individus, les foules, c'est un collectif sui generis, et que les foules ont une autonomie. Donc on pouvait devenir démocrate, si je puis dire, en ayant à traiter des foules. Parce que quand on traitait le nombre, la réponse qui a souvent été donnée au XIXe siècle, c'est des réponses de type capacitaire pour gérer le nombre. On gérait le nombre soit en le structurant politiquement avec des partis, soit à travers des principes de différenciation qui vont s'appeler le suffrage à 2 degrés, les capacités. Or, le fait de passer de la notion de nombre à la notion de foule va permettre de le reconnaître comme un fait social spécifique, et donc il n'emportait pas du tout les critiques qu'il y avait derrière la notion de nombre. Et du coup, les chefs démocrates, ou les leaders des gouvernements démocratiques, vont trouver dans Lebon celui qui va donner une réponse à ce problème du nombre. Car ce problème du nombre est reformulé de telle façon qu'il apparaît comme un devoir démocratique de traiter les foules. Et du même coup, les grands chefs démocrates vont être d'accord avec les autres catégories de chefs pour considérer là qu'il y a on pourrait dire un devoir autonome, un devoir démocratique même. Et cette dimension, en quelque sorte, ce renversement de la question du nombre en question du foule, elle va justifier ce qui n'était pas le cas avant, la personnalisation de la politique. Car la démocratie est quand même liée à l'idée d'impersonnalité. C'est un thème qu'on a longuement développé dans ce cours. Et là, il y a une justification à la personnalisation des démocraties. Une justification qui est en quelque sorte sociologique et technique. Alors comment il est effectivement frappant que ces questions-là, c'est ça l'élément le plus frappant, je trouve, de l'exposé et du livre, c'est de voir qu'il y a vraiment un même moment où toutes ces questions se posent dans des sociétés très différentes. Vraiment, il y a une unité de temps, et cette unité de temps, elle correspond à, je dirais, à une histoire de la société des individus, à un moment de la société des individus.
Alors, il est bien connu que Ted Roosevelt aux États-Unis a été un lecteur, le leader politique du Progressive Movement, a été un lecteur assidu de Le Bon. Il est connu que Le Bon réunissait chez lui en France la fine fleur de la politique française dans les déjeuners qu'il organisait chez lui. Je ne sais pas si c'est au Vésinet ou dans cette banlieue, enfin dans la banlieue ouest. Et un appartement à Saint-Germain-des-Prés pour quand il pleuvait. Et en Russie, est-ce qu'il a été élu? Tu as dit qu'il y avait 2 traductions à Saint-Pétersbourg et à Moscou. Est-ce qu'il a été élu par les bolcheviks? D'abord, merci pour ces remarques sur Le Bon. Merci pour ces remarques sur Le Bon, parce qu'il y a un discours un petit peu contradictoire chez Le Bon. Il n'aime pas la démocratie, mais il dit qu'il faut l'accepter, puisque là, largement, justement, les foules ont accepté la démocratie. Et alors, c'est compliqué, parce que chez Le Bon, il y a très largement l'idée que la foule est mauvaise, quoi. Si on la laisse aller justement sans meneur toute seule, elle va vers le mal. Et le meneur, finalement, c'est l'interprète de la foule. C'est le bon chef, le bon meneur interprète la foule. Et par exemple, il en identifie l'âme. C'est un terme qui est extrêmement fréquent chez Le Bon, qui est l'âme de la foule, qui est identifiée très souvent l'âme du peuple aussi. Et le meneur identifie. Donc il y a effectivement une interprétation possible en démocratie de la foule, malgré effectivement malgré cette idée que la foule toute seule n'est pas bonne. Et alors, c'est bizarrement cette idée de la foule qui, laissée à elle-même, ne va pas dans la bonne direction, qui est reprise par les bolcheviks. Et on voit très bien. Alors, on a un problème, évidemment, pour ça. Ça a préoccupé les gens dès les années 20, finalement, de savoir si Lénine avait lu Le Bon. Et par exemple, il y a le Bajanov, qui était le secrétaire de Staline, a recherché lui-même dans la bibliothèque de Lénine pour savoir s'il y avait Le Bon. Et alors, enfin, il n'a pas recherché lui-même. Il a demandé à la secrétaire de Lénine, est-ce qu'il y a Lénine dans la bibliothèque de... Est-ce qu'il y a Le Bon dans la bibliothèque de Lénine? Et la secrétaire a répondu, oui, il est bien là. Mais il ne l'a pas vu lui-même, donc... Alors, la lecture de Koeffer montre de façon très nette que même s'il ne le reconnaît pas, il a lu Le Bon. C'est-à-dire qu'il y a un moment, dans la deuxième partie de Koeffer, apparaît la notion de foule. Talpa, la foule, et justement dans ce rapport même au meneur dont Le Bon parle. Donc, la mauvaise foule est bien là. Et ce qui est intéressant, c'est que Le Bon illustre très très bien et renforce cette foule qui devient un mauvais sujet, un sujet féminin qui a besoin de... Et c'est lui qui la féminise, qui a besoin du meneur, donc mâle, masculin. Il y a bien ça chez lui, il y a bien cette tradition de la mauvaise foule. Et on voit bien qu'il y a un courant aussi qui subsiste malgré l'hégémonie de l'idée de Le Bon pour dire mais il y a une bonne foule possible. Hein, ce courant qu'on voit en particulier se développer beaucoup aujourd'hui, mais qu'on voit dans une partie du mouvement socialiste se poursuivre et illustré par un très grand historien qui s'appelle Thompson, E.P. Thompson, dans un merveilleux texte sur justement la foule anglaise dans les révoltes frumentaires. Hein, c'est un texte traduit en français. L'économie morale de la foule anglaise au XVIIIe siècle. Hein, c'est cette idée de la bonne foule. Dans le vocabulaire communiste, il y a une distinction là, fondamentale entre la notion de masse et celle de foule. Parce que les masses, c'est le visage nécessairement positif d'une collectivité. Et le visage positif d'une collectivité consciente. Les masses pensent. Alors que le propre de la foule, c'est au contraire d'être un rassemblement, comme le dit Le Bon, un rassemblement inconscient. Alors que, disait-il, si des individus, même très capables et très éduqués, se transforment en foule, à ce moment-là, il disait une chose du genre, ils descendent de plusieurs degrés
dans l'intelligence humaine. Et donc, ça permettait, ce mot foule, c'était aussi l'opération d'un tour de passe-passe. Parce que ça permettait à la fois, je dirais, de reconnaître que les masses font l'histoire, mais que les foules font n'importe quoi. Et donc, on ne peut pas s'opposer aux masses, mais on pouvait combattre les foules. Et au fond, est-ce que ça n'est pas dans le langage communiste qu'on a le plus joué sur cette dualité? Oui. Non, mais le langage communiste n'utilise pas du tout le mot foule, mais c'est bien les masses qui ont besoin quand même d'être guidées par les bolcheviks. Hein. Elles vont pas. Les masses sont populaires, sont prolétariennes, etc. Mais c'est les masses, c'est le peuple aussi, mais c'est cette idée aussi, tout seul, le peuple ne va nulle part. Hein. Par ailleurs, il faut voir aussi que chez le bon, c'est pas simplement la large foule en présence qui est une foule. Enfin, tout groupe humain est une foule. Un groupe parlementaire est une foule. L'Assemblée parlementaire, ici, cet amphi serait une foule pour le bon. C'est-à-dire que, quelle que soit notre intelligence individuelle et collective, très grande, bien entendu, nous serions une foule. Même si en même temps on peut dire qu'il y a un autre sociologue, Tarde, qui invente la notion de public. Exactement. Le public, c'est au contraire un regroupement de personnes qui s'organisent autour d'une curiosité, d'une préoccupation ou d'un intérêt commun. Donc je préfère dire avec Tarde que le public ici forme un public, plutôt qu'avec Le Bon qu'il forme une foule, tout de même. Non mais Pierre, je ne suis pas sûr qu'on ait à choisir. Parce que, qu'est-ce que ça voudrait dire d'endosser des concepts de nos prédécesseurs d'il y a plus d'un siècle? D'autant plus que, pour Tarde, moi je trouve que la notion de public, elle est très intéressante. Justement, c'est pas tant les personnes qui sont en contact, en présence les unes avec les autres, c'est des gens dispersés. Par exemple, les lecteurs d'un journal ou les téléspectateurs sont un public. C'est lui qui conceptualise cette idée de public qui est toujours très vive et très... Oui. Une autre question que je voulais préciser à la suite à la fois de ton exposé et de ton livre. Il y a un terme qui n'est pas tellement présent dans l'exposé, dans le livre non plus, c'est celui de pouvoir exécutif. Mais est-ce qu'il n'est pas nécessaire de lier justement l'avènement d'une question des chefs à celle de la montée du pouvoir exécutif? Car l'expérience historique des régimes du XIXe siècle, c'est de constater que les révolutions américaines et françaises avaient pensé que la loi suffisait à assurer à la fois l'ordre et la prospérité. La loi positive et la loi du marché, c'était les deux lois auxquelles on pensait. Et à la fin du XIXe siècle, c'est le constat qu'au fond, la loi ne suffit pas à organiser la société. Et que donc, en termes politiques, il faut aussi dépasser ce qui était l'organe central de la politique, c'est celui qui produisait les lois, le Parlement. Et le Parlement, c'est un groupe collectif, donc lui, il a une dimension fonctionnellement impersonnelle. Alors que l'avènement du pouvoir exécutif va changer le fait que ce n'est plus la loi, mais la nécessité de prendre des décisions spécifiques dans les différents domaines, va aussi faire changer la nature du pouvoir. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un lien entre cette question des chefs et cette transformation fondamentale des démocraties qui voit le passage du règne de la loi, comme on disait au temps de la Révolution française, à l'avènement de la centralité du pouvoir exécutif? Alors là, moi, j'en apprendrai beaucoup de toi là-dessus. C'est-à-dire que je suis tout à fait sensible à cette idée-là. Je vois bien comment cette problématisation du chef se rapporte directement et
très explicitement au pouvoir exécutif de la part de tout un certain nombre de penseurs que je vois apparaître à la fin du 19e. Mais je connais très mal le 19e lui-même. Donc, mais j'aurais à faire... ce que j'ai eu besoin de faire, c'est non seulement d'adopter un langage, un regard circulatoire d'un pays à l'autre, mais de me décentrer aussi par rapport à mon domaine privilégié qui était l'industrie. Donc je me suis déplacé vers la politique et aussi vers le militaire, l'éducation, en travaillant sur cette question du chef. Et je pense justement que ce qui apparaît, c'est que ce n'est pas seulement localisé dans la politique, c'est une multilocalisation de cette question-là. Et c'est une des choses sur lesquelles j'essaie de mettre l'accent, c'est que ce n'est pas simplement la question du grand chef, hein, comme l'interpellation spontanée pourrait le laisser penser, c'est la question aussi d'un partage social, d'une question qui constitue le social, tout de même dans le respect, enfin, ou dans des spécificités. Le management industriel reste le management industriel, la question de l'exécutif reste l'exécutif, et il y a cette question du chef dans l'exécutif et de sa combinaison avec la démocratie. Et on voit bien que là, il y a, dans cette alliance ou dans cette question partagée de différents domaines de l'action sociale, de notre activité, il y a sans doute une crise actuelle, je pense, qui est liée à une crise de l'autorité, à la manière dont les supports traditionnels de l'autorité, la famille, l'entreprise, justement, l'école, ensemble, bougent et tremblent et ne peuvent plus trouver d'appui mutuel. Et il y a cette reformulation de cette question de l'autorité et de son incarnation. Je pense que là, on voit, et là, on a besoin, aussi bien, moi j'ai besoin de sortir du domaine de l'économie et de l'industriel, et on peut avoir besoin de sortir de nos domaines où notre éducation nationale nous a confinés dans nos carrières, quoi. Le point fort de ce livre, Le siècle des chefs, effectivement, c'est d'insister sur le fait que le même type de littérature ou les mêmes formes de conceptualisation sont apparues dans des domaines d'activité humaine très différents. Dans l'industrie, évidemment, dans la gestion militaire et dans l'ordre politique. Et qu'effectivement, les auteurs ont circulé entre ces trois domaines et qu'on a vu aussi bien un Lénine faire l'apologie de Taylor qu'un Léon Blum et faire l'apologie de Taylor et de Fayol également. Donc ça, c'est quelque chose de central et d'indéniable de voir qu'une même littérature a irrigué et est née dans ces différents domaines. Parfois, c'était des militaires, c'était le cas de Lyautey. Parfois, c'était des polytechniciens qui étaient entre l'industrie et les militaires, genre Van Huxem. Parfois, c'était des gens dans l'industrie eux-mêmes, ou des gens comme Wilson, qui, après tout, allaient des professeurs de droit à Columbia, mais qui allait devenir aussi président des États-Unis. Mais si ce constat, on peut le considérer comme bien établi, fortement documenté. Donc ça, c'est un point dont il faut partir. Mais est-ce que ça veut dire, en conséquence, que gérer et gouverner, c'est la même chose? Parce que ça présuppose, à ce moment-là, que voilà, Léon Blum, d'un certain point de vue, dans son texte fameux de 1917 sur la réforme gouvernementale, dit que le Premier ministre doit devenir un chef d'entreprise comme les autres. Bon, il ne dira pas ça toute sa vie, mais en tout cas, il l'a dit à ce moment-là. Et toute une partie de l'idéal technocratique s'est nourrie à cette même veine-là. Donc, ce qui me frappe, c'est que les leaders politiques qui se sont présentés en quelque sorte comme des apôtres ou des personnes inspirées par toute cette littérature, pourtant n'ont pas fait qu'être des gestionnaires. C'était aussi des gouvernants et parfois de la façon, on dirait en théorie de la décision, de manière des champions du décisionnisme le plus radical. Donc là, où est le point de basculement qui fait que dans l'unité conceptuelle qui semble présider à toute cette littérature
qu'on soit dans l'ordre de la politique, de l'entreprise ou de l'armée, bascule tout de même vers un autre horizon quand on est dans l'ordre de la gestion politique, c'est-à-dire du gouvernement. Alors, j'aurais deux remarques pour te répondre. D'une part, oui, ça circule entre les différents domaines d'activité, mais je pense que ce qui peut être établi aussi, c'est que l'engagement très fort et actif des sciences sociales et humaines dans cette affaire. Sous l'espèce de la psychologie, celle de la sociologie, je l'ai montré, mais on pourrait dire un peu plus tardivement, montrer l'anthropologie, l'histoire, même comment elles se saisissent de ça. Mais on voit là un rôle des sciences sociales qui est très intéressant dans les humaines, c'est qu'elles ne sont pas simplement le témoin de l'actuel ou du contemporain, elles sont aussi des acteurs. Elles donnent des raisons aux acteurs, etc., dans l'instantané. Hein, bon, bref, je l'ai suivi dans l'histoire. Donc, je note que les sciences sociales sont dans le coup, si vous voulez. Alors, est-ce que gérer et gouverner, c'est la même chose? Alors, ça, c'est une question qu'effectivement, les gens se sont posés. À quel prix on peut faire circuler d'un domaine à l'autre des formes de gouvernement ou de commandement, etc. Le gouvernement n'étant pas le commandement. Alors vous aurez un topo sur Fayol. J'ai beaucoup écrit et travaillé sur Fayol et aussi ses archives. Et à partir, justement, chez Fayol, le commandement n'est pas le gouvernement, mais est compris dans le gouvernement. Hein. Bon, il y a toute une... Alors, ça pose cette question-là, parce que ce qui domine, c'est bien ce que dit Léon Blum à ce moment-là. On trouve la même chose chez les bolcheviks. Hein. Il faut gouverner business-like. On trouve le mot business-like en russe, hein, si vous voulez, dans des textes des années 20 et 30. Et le grand modèle pour l'État, le grand modèle de Lénine pour l'État, c'est les postes prussiennes. Il avait une grande admiration pour les postes prussiennes. Donc c'est quelque chose de très opérationnel, justement, c'est pas une entreprise, mais alors justement l'entreprise. Alors cette question, elle est très importante et je ne suis pas sûr que nous, justement, sciences sociales au sens large, soyons encore tout à fait à même d'y répondre. Parce que, là encore, Fayol, on voit bien dans Fayol que sa contribution à la fabrique de l'entreprise comme institution. Et c'est lié à la manière dont l'autorité est conçue. Et en particulier par un petit dispositif qu'il met en place, mais qu'il emprunte à l'administration publique. C'est celui de la suppléance. Comment il crée une continuité, non seulement hiérarchique, formelle, mais une continuité pratique et active avec la suppléance dans l'entreprise. Il y a toute une série de dispositifs qui font de l'entreprise une institution spécifique. Cette continuité de l'autorité, elle est liée à la continuité productive. S'il faut continuité de l'autorité, c'est pour assurer la continuité de la production, hein, des opérations. Donc c'est très très lié. Donc là, il y a effectivement une spécificité institutionnelle très grande. Ce n'est pas la même chose, effectivement, finalement, de gérer. Alors là, Fayol ne le pense pas comme ça. Donc ça, c'est notre réflexion qui peut essayer de voir disons, la dynamique, le momentum, l'inertie institutionnelle entre ce que peut être l'institution démocratique, hein, avec toute la représentation et ses critiques, hein, parce qu'elle ne va pas sans ses critiques, et l'entreprise, mais aussi ça peut être cette même réflexion sur par exemple, l'éducation. En tant que, bien sûr, la famille, hein, c'est une institution d'un type très spécial, et il y a beaucoup de circulation aussi, hein, évidemment, hein, le modèle paternel, etc., etc. Donc ça, je pense que là, on est dans un chantier qui nous appartient, ou à nos élèves. Bon, bah, très bien. Nous continuerons donc le travail et la discussion. Juste un dernier mot sur un point qui m'a semblé très important dans l'exposé, c'est sur ce que tu appelais une tentative de théorie anticharismatique du charisme. Et je crois qu'effectivement, cette question, elle est centrale, alors là, dans le totalitarisme. Car le totalitarisme, c'est la prétention à lier la personnalisation à l'impersonnalité. Oui, tout à fait. Et qu'au fond, le chef totalitaire est celui qui joue complètement sur les deux tableaux. Il est la personnalité de l'impersonnalité, si je puis dire. Et c'est en ce sens-là qu'il ne dit jamais « je décide », mais les masses décident. Les masses pensent que, le peuple veut que. Et lui-même feint d'être celui
qui est simplement le porte-parole ou l'expression temporaire et momentanée de cette impersonnalité. Et cette fusion de la personne et de la prétention à l'impersonnalité, effectivement, met en place un type de langage à l'intérieur duquel on se trouve complètement prisonnier. Parce que celui qui le dénoncerait est celui, justement, qui se prétendrait au-dessus de l'impersonnalité et qui, lui, apparaîtrait comme la personne, effectivement, qui surgirait pour s'imposer dans une individualité critique. Toute individualité deviendrait alors critique. Et ça, je crois que c'est une façon d'analyser le totalitarisme que Solzhenitsyn avait baptisé du terme d'égocrate. Mais l'égocrate, c'est celui, ça n'est pas simplement celui qui incarne l'autorité personnelle absolue, c'est celui dont l'autorité prétend n'être que l'expression le simple serviteur, justement, de la masse impersonnelle. Et comme simple serviteur de la masse impersonnelle, le remettre en cause, c'est nier ce qu'est la masse avec son besoin. Donc, de cette posture, il est inatteignable en termes de critique. Et ça, je crois que c'est très important d'avoir mis l'accent sur ce paradoxe d'un dépassement des apories de la représentation à travers une forme d'incarnation qui est le dernier mot de l'impersonnalité, et pas celui... donc c'est le fameux thème, Staline est plus fort que Louis XIV, parce qu'il n'a pas dit « l'État c'est moi », mais « la société c'est moi ». Il a d'ailleurs dit « l'État c'est nous », en parlant de ses copains. Voilà, l'État c'est nous et la société c'est moi. Bon, c'est une façon de voir le pouvoir. Merci beaucoup, c'était passionnant, à la semaine prochaine. J'applaudis à Marie.